C'est un plaisir d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter un peu des approches qu'on développe au CEA à Grenoble en collaboration avec le CHU de Grenoble et l'aide bienvenue de la région et de l'ADEME. Alors, je vais commencer par le diapo peut-être le plus inutile de la journée. Je vais vous représenter le héros de mon histoire qui est l'ADN. Donc dans les cellules, vous savez tous que l'ADN sert à la synthèse des protéines qui vont effectuer toutes les fonctions de la cellule et que cette information est transmise de génération en génération de cellules par réplication de l'ADN. Donc l'ADN a vraiment un rôle fondamental dans la cellule et une de ses particularités, c'est que c'est la seule molécule cellulaire qui n'est pas remplacée pendant la vie de la cellule. Donc si on endommage l'ADN, et il y a beaucoup de choses qui sont capables d'endommager l'ADN, les rayonnements ionisants, les rayonnements UV, les produits chimiques, tout ça va modifier la structure chimique de l'ADN et gêner son fonctionnement. Dans toutes les cellules, heureusement, il y a des systèmes de réparation qui vont régénérer l'ADN normal, mais qui ne sont pas efficaces à 100%. Et les dommages qui restent peuvent soit tuer la cellule, ce qui pour l'organisme n'est pas trop grave si on perd une cellule de temps en temps, soit induire des mutations qui, in fine, peuvent conduire au cancer. Donc c'est ce qui va nous intéresser ici. Et donc, les chimistes, dans cette histoire, souvent, ils n'ont vraiment pas le beau rôle. Ils produisent des cochonneries qui vont faire des agents mutagènes et des choses comme ça, ce qui n'est pas faux, mais c'est un peu caricatural. Ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a des chimistes super gentils qui sont capables d'apporter des informations intéressantes sur ce problème de la génotoxicité, et vous en avez un devant vous. Alors, à quoi sert la chimie dans l'étude de la génotoxicité ? Déjà, les chimistes, c'est eux qui vont dire... qui vont pouvoir répondre à la question « Qu'est-ce que cet agent génotoxique fait dans l'ADN ?» en caractérisant les réactions chimiques qui ont lieu. Et puis, connaissant la structure des dommages, vont pouvoir mettre au point des outils analytiques pour aller voir dans les cellules, dans des tissus, ce qui se passe. On peut aussi synthétiser complètement de façon artificielle des fragments d'ADN qui contiennent ces dommages pour comprendre par des études biochimiques leurs effets cellulaires. Et puis, en combinant tout ça avec des études dans la cellule ou dans les animaux, on peut avoir des informations qu'on espère d'intérêt pour des questionnements de santé. Alors pour illustrer un peu ce propos, je vous propose un exemple concret qui est la problématique des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc c'est une famille d'une centaine de composés assez complexes qui sont produites par la combustion de la matière organique, donc par les voitures, le chauffage, par les barbecues, et qui ont des propriétés cancérigènes pour certains d'entre eux, et qu'on retrouve alors soit dans les fractions gazeuses ou dans les fractions particulières dans l'atmosphère, et qui ont la particularité d'être toujours produits en mélange. Et une autre particularité, c'est que la molécule mère n'est pas toxique, ce sont les métabolites, donc une fois que les composés ont été transformés par les cellules, qui vont être, eux, les agents toxiques. Donc je vais parler pas mal aujourd'hui d'un produit qui s'appelle le benzoapyrène, qui est le plus génotoxique de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques et qui peut être transformé en cette molécule un peu plus complexe où il y a des atomes d'oxygène en plus et qui vont avoir des propriétés génotoxiques. Alors, ce que nous faisons beaucoup au laboratoire, c'est d'étudier cette génotoxicité in vitro, dans des cellules en culture. Et quand on fait ce type d'études, la première question à se poser, c'est quelles cellules étudier ? Alors, traditionnellement, on travaille beaucoup sur des cellules de foie qui sont très activement métaboliques, mais c'est un pas très bon exemple, puisque le foie n'est pas une cible de la cancérogénèse des HAP. Donc on travaille également avec des lignées cellulaires de poumons ou de vessie, qui sont deux organes cibles. Ensuite, la question va être, qu'est-ce qu'on va mettre sur ces cellules ? Alors on peut travailler soit sur un HAP pur, un mélange synthétique de HAP, donc ça va être très bien pour des études biochimiques, mais on est quand même loin de la vraie vie. Et on peut également récupérer des prélèvements atmosphériques et mettre ces prélèvements sur les cellules pour voir comment elles répondent. Donc là, on maîtrise moins bien la composition du mélange. Et donc les questions qu'on peut se poser après, c'est quel est l'impact sur la survie cellulaire, sur le métabolisme de la cellule, et puis ce que je vais vous montrer surtout aujourd'hui, c'est quel est l'impact sur les dommages à l'ADN, donc toutes ces modifications de la structure chimique de l'ADN. Alors voilà un diapo avec quelques molécules chimiques, mais on va essayer d'en tirer la substantifique moelle. Donc quand on met du benzoapyrène, cet hydrocarbure aromatique polycyclique particulièrement cancérigène, dans une cellule, il va y avoir plusieurs voies par lesquelles il va endommager l'ADN. La première, c'est un de ces métabolites qui va s'accrocher sur les bases de l'ADN. Donc je vais parler dans la suite de ma présentation d'adduit. Adduit, ça vient de addition, donc la molécule s'additionne sur l'ADN.
c'est ce genre de choses. Il y a d'autres produits d'addition qui sont instables et qui font partir la base de l'ADN, il ne reste plus que le sucre. Et puis il y a une autre voie qui est plus indirecte, qui est la production de radicaux libres, ce qu'on appelle le stress oxydant, qui va oxyder les sucres de l'ADN et casser l'ADN, ou alors oxyder les bases. Donc il peut passer vraiment beaucoup de choses quand on met ces hydrocarbures aromatiques polycycliques dans des cellules, et il faut développer des outils pour voir tout ça. Donc pour les adduits ou les bases oxydées, on peut utiliser des outils vraiment de chimie analytique un peu lourdes, comme la chromatographie liquide couplée à la spectro de masse, donc ça c'est des gros équipements. Et puis il y a des outils biochimiques un peu plus simples, mais un peu moins précis, comme une technique qui est beaucoup utilisée en toxicologie, qu'on appelle la méthode des comètes, où on fait une électrophorèse des cellules dans un gel, et on voit l'ADN cassé sortir du noyau de la cellule. Donc on a ainsi des informations sur plusieurs types de dommages. Donc là, je vous montre tout d'abord une expérience assez simple. On prend 2 types de cellules en culture et on met dessus du benzoapyrène, donc à différentes concentrations. Tout d'abord, la formation des adduits, donc ces produits où le toxique vient s'accrocher sur les bases de l'ADN. Alors les premiers résultats que je vous montre sont sur les cellules de poumon. Et déjà, on a une chose bizarre, c'est qu'on a moins d'adduits à forte dose qu'à faible dose. Dans les cellules de foie, on a un effet de concentration classique, et puis on voit très peu de dommages liés aux radicaux libres. Et rien dans les cellules de vessie. Après, on va compliquer un peu l'histoire. On ne va pas prendre un produit, mais on va mélanger avec un autre. Donc là, c'est des expériences où on est à concentration constante de benzoapyrène, et puis on rajoute des quantités croissantes d'un autre hydrocarbure aromatique polycyclique, et on voit que selon le produit, donc le benzobéfluorantène favorise la formation des adduits du benzoapyrène, alors qu'il y a toujours la même quantité de benzoapyrène, alors que le benzocafluorantène diminue la formation de ces adduits. Et puis, pour faire encore plus compliqué, quand on change de type cellulaire, l'effet n'est pas le même. Alors là, on va passer vraiment au degré ultime de complexité, c'est que sur nos cellules, on ne va plus mettre des mélanges synthétiques, mais des mélanges réels. Donc on a prélevé des particules dans l'environnement, on extrait la phase organique par un solvant, et c'est cette phase qu'on va mettre sur les cellules. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec des chimistes de l'environnement de Grenoble, et on a travaillé sur des prélèvements faits en industrie, ou alors à côté d'usines qui synthétisaient des électrodes de carbone, ou en milieu urbain, à différentes saisons, et on a quelques échantillons qui viennent de la vallée de Chamonix. Donc on a caractérisé ces mélanges, et donc voici un peu ce qu'on observe. Donc on a fait des expériences là aussi avec la même quantité de benzoapyrène, et dans un premier temps, on regarde les adduits du benzoapyrène. Donc si tout va bien, on devrait avoir tout le temps la même quantité d'adduits du benzoapyrène. Ce qui n'est pas du tout le cas. Quand on met des prélèvements industriels, on en trouve plus. Et quand on met des échantillons qui sont plutôt pris en environnement général, on en trouve moins, et ce qui change un peu selon la saison. Après, donc, il y a soit potentialisation, soit inhibition selon la nature des mélanges. Après, quand on s'intéresse aux cassures de l'ADN, donc c'est cet effet des radicaux libres, la plupart du temps, on ne voit pas de formée de cassure de l'ADN, sauf dans les prélèvements qui sont faits en milieu urbain, et particulièrement l'été. Et donc, toutes ces expériences sont faites avec la même quantité de benzoapyrène. Alors, comment on explique ça? Donc, quand on met du benzoapyrène pur, le benzoapyrène ne fait pas de cassure et fait beaucoup d'adduits, donc ça se comprend. Quand on est dans des milieux riches en benzoapyrène mélangé avec d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques, comme les prélèvements industriels, on a très peu d'autres produits, et on montre que dans les cellules de foie qu'on a utilisées pour ces expériences, les autres HAP ont tendance à potentialiser la formation des adduits du benzoapyrène, donc c'est cohérent. Par contre, quand on arrive dans des milieux, des prélèvements qui sont faits en milieu urbain, donc il y a évidemment du benzoapyrène, des HAP et plein d'autres choses qu'on ne connaît même pas forcément, et qui, eux, ont la capacité d'inhiber la formation des adduits et d'induire des cassures. Donc on voit bien qu'à quantité égale de benzoapyrène, on va avoir des résultats complètement différents selon les mélanges. Et un degré de complexité en plus, c'est que toutes les cellules ne vont pas réagir de la même façon. Sur les cellules pulmonaires, on a des résultats préliminaires qui montrent qu'on aurait plutôt une tendance constante à l'inhibition. Et donc, comme je disais, un problème pour comprendre ce qui se passe finement, c'est qu'on ne connaît pas tout ce qu'il y a derrière ce petit point d'interrogation.
Donc pour conclure un peu ce que je vous ai présenté sur ces exemples avec les hydrocarbures aromatiques polycycliques, il y a quelques bonnes nouvelles, c'est que quand on connaît bien la chimie des dommages de l'ADN, on arrive à mettre au point des outils de mesure qui sont très performants. Vous avez vu qu'on arrive à mesurer différents types de dommages. Et ces outils nous permettent de montrer que la réponse des cellules est très différente selon la nature des prélèvements. Et donc il est un peu illusoire, comme on voit de temps en temps en toxicologie, d'avoir un test qui pourrait nous permettre de prédire la toxicité de tout un tas de produits chimiques. Il faut vraiment combiner des approches pour être sûr de ne pas faire de faux négatifs. Et puis on a vu qu'il y a beaucoup de différences entre les types cellulaires, ce qui est tout à fait logique puisqu'on sait que les différents toxiques ont différents organes cibles. Et enfin, on a vu dans les derniers exemples des effets très importants d'inhibition ou de potentialisation dans les mélanges, soit entrechoppés ou voire désachappés avec d'autres composants du mélange. Et tout ça, c'est un vrai problème pour l'évaluation du risque, parce qu'on n'a pas d'effet additif. On ne peut pas dire j'ai 0,1 mg de ça plus 2 mg de ça, ça fait l'équivalent de la somme des deux. On va avoir soit des effets moindres, soit plus importants que ce qu'on attend si on fait de l'additivité. Et donc, il me semble qu'une façon qui nous permettrait de résoudre ce problème, c'est par de la modélisation, pour essayer de modéliser ces interactions dans les mélanges. Mais pour ça, il faut avoir plus de données expérimentales que ce qu'on a, puisque l'étude de l'effet des mélanges est relativement peu faite de nos jours.